Et on va passer à la méga chronique, j'ai envie de l'appeler aujourd'hui. La méga chronique parce qu'au début c'était pas net. Ensuite, AIC s'est greffé. La semaine dernière, Ryan est J'ai ramené arrivé. toute la famille. Voilà. Et maintenant, Mani en fait aussi partie. Donc la moitié de la table ce soir va... bon, je vous laisse présenter votre chronique Bah, écoute, qui vous êtes organisée en conséquence. Et, Voilà. alors je vais la présenter, mais j'ai l'impression que tu la présentes toujours mieux que moi. Non, Si. dis pas ça. Dis pas ça, dis pas ça. Mais oui, bah, comme à notre habitude. Tu es tout aussi excellente que moi. Arrête, non, non, non. il n'a pas dit qu'il était bon. Il est humble, c'est ça, il est humble. Oui. Mais oui, bah, comme à notre habitude, on va vous parler d'expressions, on va tenter de les traduire à notre manière et bien sûr de vous en transmettre toute la métaphore si possible. Donc je vais commencer par une expression que j'ai vue dans les actualités. Alors, près d'un mois après le début de la guerre en Iran, ce 25 mars, un débat a eu lieu au Sénat sur la situation du Moyen-Orient. Le président du groupe Les Indépendants, Claude Maluret, se montre très critique sur les diverses décisions du président des États-Unis, Donald Trump. Et il a dit, donc tiré d'une expression turque, quand un clown s'installe dans un palais, il ne devient pas roi, c'est le palais qui devient un cirque. Donc en turc, ça donne bir paylanço bir saraya girince kral olmuyor, saray sirke dönüşüyor. Donc j'ai pas d'exemple littéraire. Ouais, mais c'est drôle, j'aime bien la métaphore. La en tout cas. métaphore. Voilà. En tout cas, elle colle très bien à ce qui Ouais. se passe. Très bien dans ma vie. amené. C'est drôle, c'est mon frère, il me l'a envoyé, il a vu ça, il a dit ah, faut que je te renvoie. Je fais bah ça tombe bien, c'est super. Je l'ai entendu hier, c'est marrant. Ouais, ouais. Sur RMC, il parlait de la succession à la présidence de l'Olympique de Marseille. Rien à voir. Ah oui, d'accord. Bon, bah, comme quoi. Ça c'est génial. Je sais pas si en français il y a un truc similaire. Non, ça me dit rien. Malheureusement. Il doit en avoir, je pense. Le français est une langue très très riche. C'est Oui. nous qui ne savons Alors pas. c'est pas Ça impossible, dépend des endroits dans le monde aussi, on n'a pas Voilà, les mêmes c'est- expressions. C'est ça. c'est clair. Mm. Malheureusement, je manque de travail en amont pour vous servir. Non, mais t'as une bonne excuse, on en reparlera après de ce qui a été enregistré cet après-midi. Et oui. Oui. Ensuite, seconde expression, en turc, on dit dilimde tüy bitti, qui veut dire je n'ai plus un poil sur la langue, pour dire j'ai trop parlé, je t'ai trop raisonné, etc. J'ai plus un poil sur la langue. Alors qu'en français, on a ah, mais t'as un cheveu sur la langue quand tu parles, quand t'es lent, etc. Bah, qui n'a rien à voir. Alors, la même image de la langue avec un poil, mais qui n'a rien à voir Ok. dans les deux langues. Je trouvais ça intéressant. Et puis, on a aussi Can çıkmayınca huy çıkmaz, qui veut dire alors, tant qu'on ne meurt pas, notre caractère. J'ai du mal à traduire ça. Mais en gros, tant que la personne ne meurt pas, le caractère non plus. En Ok. français, on aura le naturel revient toujours au galop. Cette Chasser métaphore. le naturel, on revient au galop. Voilà, chercher le naturel. Chasser ouais, le c'est ça, naturel, exactement, on revient. c'est ça dans le détail. Chasser quoi. Chasser, Chasser, oui. chasser le naturel, on revient au galop. C'est vrai. Voilà. Ouais. Trompé. Et on a aussi Can Boğazdan gelir qui veut dire la santé vient de la gorge. Ça se dit très couramment. Alors, C'est vrai qu'en français, dit comme ça ne se dirait pas. Mais en turc, ça se dit très couramment pour dire que faut bien manger pour se sentir bien. un esprit Voilà. sain dans un corps sain, non Un Ah, esprit oui, sain voilà, dans un merci. corps sain, Ok. exactement. J'ai Oui, rien oui. pour vous. C'est exactement ça. Pas mal, Comme ok. quoi. Non, c'est sympa. On aime bien faire ces parallèles. En tout cas. Et c'est bon pour moi. On peut penser. Alors, super. Non, bah, je peux y aller, Vas-y. je pense. Bon, de mon côté, j'avoue que, Il n'a pas le temps, il n'a pas de mon côté, j'avoue que la moisson n'a pas été très très fructueuse, très très bonne. Je n'ai que deux expressions du coup. Non, deux proverbes. Voilà, il faut préciser les choses. Avec une Deux morale, proverbes. donc. Oui, avec une morale. Alors la morale, c'est de fustiger un peu la curiosité et l'entêtement. Alors j'y mets un peu de bémol pour dire quand même que la curiosité à bien de mesures, à bien d'égards, peut être une qualité, mais c'est aussi et surtout un défaut. Donc les proverbes que j'ai aujourd'hui fustigent la
la curiosité et dans une certaine mesure aussi l'entêtement comme un défaut. Du coup, le proverbe, on dit à glous à voix, ouais cambio non do, ani utu azomba on ton kadigaji, à glous à voix, ouais cambio non do, ani utu azomba on ton kadigaji. Alors, à glous à voix, ça veut dire, pour une traduction littérale, que c'est le porcelet, hein, le petit cochon, qui demande à sa mère pourquoi a-t-elle une aussi longue queue. Vous avez vu le porc une fois. Le porc quand même a une très longue queue. Donc c'est le porcelet qui demande donc à sa mère pourquoi a-t-elle une aussi longue queue. Et la mère, au lieu de lui donner une réponse directe, bon, il n'y a pas de réponse à ça normalement, mais la mère lui dit, avec le temps, tu le sauras. Donc, au nikaka en watu. Donc, avec le temps, on le saura. Alors, tu le sauras. C'est un proverbe que l'on dit juste pour rabattre le claquet à quelqu'un qui pose une question dérangeante, une question à laquelle il n'y a pas de réponse, mais juste pour dire que le temps va t'instruire, quoi. Verras quand tu seras grand. Tu verras quand tu seras grand. Ouais. Voilà, tu verras quand tu seras grand. C'est comme un enfant qui demande peut-être, pour faire un parallèle, qui demande peut-être à son père pourquoi n'a-t-il pas été assez riche pour le mettre dans une très bonne école. Et que ça sent le vécu. Et il y a un enfant. pourquoi au moment où les riches de son époque travaillaient, lui il était où, quoi? Pourquoi n'a-t-il pas assez travaillé pour être aujourd'hui riche, pour le mettre lui dans de très bonnes conditions? Et le père lui répond, il lui dit, bon, si être riche avait été si simple dans ton parcours, tu le sauras. Donc quand tu auras mon âge, ton enfant, peu ou prou, te posera aussi une telle question, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le premier proverbe. Le deuxième, ou je dois dire le second, on dit « Arotin tin yo nuon dans wenoimon ». Ça veut dire que celui qui poursuit le criquet, finit par tomber sur un serpent. Celui qui poursuit le criquet finit par tomber sur un serpent. Alors, c'est un proverbe qui fustige, oui, la curiosité, mais aussi l'entêtement. C'est comme on dit, lorsque tu es trop curieux, tu risques de tomber sur quelque chose qui ne va pas te plaire. L'exemple que j'ai trouvé qui est du coup un peu misogyne, très misogyne, c'est l'exemple des femmes qui aiment fouiller dans le téléphone de leur mari. C'était la boîte de Pandore, en tout cas. La boîte de Pandore. Voilà, on peut donner l'exemple également du mythe de Pandore. Le mythe de Pandore où, voilà, bon, on connaît ce mythe-là, hein, où Dieu voulant punir les hommes parce que Prométhée ayant volé le feu aux dieux et l'ayant donné aux hommes, Zeus en colère voulant donc punir les hommes, a envoyé cette boîte-là. Et par Pandore, les hommes ont été punis parce que Pandore, c'est cette femme-là, curieuse, qui est partie donc ouvrir cette boîte-là, dans laquelle il n'y avait que de malheur. Donc, quand elle a ouvert la boîte, toutes les malheurs, il y avait l'espoir. Seulement que... Oui, bon, il y a d'abord les malheurs, mais après, il y a l'espoir qu'elle n'a pas, voilà, qu'elle a su garder dans la boîte pour dire juste que c'est vrai, il y a les malheurs, mais les hommes continuent quand même d'avoir l'espoir. Seulement qu'il y a d'autres récits de ce même mythe-là qui dit que l'espoir également s'est envolé. Il y a plusieurs versions du mythe en réalité. Donc voilà les deux proverbes que... Et en français, j'ai pas le début, mais tu t'enverras la queue. T'enverras la queue. Attends. Cherche le loup, t'enverras la queue. Oui, un autre animal. Ah ouais, je connais pas ça. Ah oui, ok. Je connais pas ça. Sinon, ça aurait été un moment très très gênant. Je connais pas du tout. Bon. Donc voilà, oui, on peut rapprocher ça de ce mythe-là qui est devenu une expression, ouvrir la boîte de Pandore. Très, très bien trouvé. Du coup, merci Nathan. Ça a été assez court aujourd'hui. Voilà les deux proverbes que j'ai. Voilà. C'est pas grave, mais tu laisses la place aussi aux autres. Et oui. Ryan, il y a Ryan, il y a voilà. Bon, du coup, moi j'en ai 3. T'en as Du 3. coup, J'en ai 3. Bon, ils sont pas aussi marrants que la semaine dernière, je peux pas. Oh. À chaque fois, on trouvait. Bah non, peut-être Mais pas non, les mais- marrants. Dédicace à des amis qui sont en train de Non, t'écouter. non. Il y en a pas. Bon, ils sont pas mal quand même, mais. Enfin, la semaine dernière, c'était mieux.
Allez, vas-y. Allez voir l'enregistrement de la semaine dernière, du coup. Mais ils vont On est être pas bien, encore je vous promets, ils vont être bien. Ouais. Bon, du coup, laisse-moi les relire. Parce que je sais plus comment ça se prononce. Ok, le premier, c'est Khemsa fi aynek, Rabbi ya'ammek. Ça veut dire 5 dans tes yeux, Dieu te rend aveugle. 5 dans tes Donc yeux. là, pardon. déjà, vous comprenez rien. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Mhm. Donc en gros, ça fait référence à la main, je sais pas si vous connaissez, tu vois, la main bleue avec un œil. La main de Oui, Fatma. La main de Fatma. Oui. Ok, Exactement. ok. Et en gros, c'était à l'époque des guerres, les femmes, comme il y avait beaucoup de pillages dans les villages et dans les villes, tous leurs objets précieux, donc qui étaient souvent des bracelets en or, des bagues et tout, ils les mettaient tous sur leurs bras pour ne pas les perdre, pour pas se les faire piller. Et en gros, les pillards, comme il n'y avait rien dans les maisons, bah, ils coupaient juste les mains des femmes, enfin ils les tuaient, ils coupaient leurs mains, et ils D'accord. prenaient juste leurs mains, ils les mettaient dans le sac. Du coup, Ok. la main de Fatma, c'est devenu un symbole déjà d'oppression, de richesse, déjà. Et quand on utilise cette expression, c'est pour dire, par exemple, ceux qui ont volé ses mains, eh ben les 5 yeux, les 5 doigts, ils vont aller dans leurs yeux, ils vont devenir aveugles. Donc c'est, par exemple, quelqu'un qui vole une richesse, qui vole des richesses, et ben cette richesse, elle va lui faire du mal. Voilà. Donc, deuxième proverbe. Rabbi yatil ham lima andouch snan. Donc c'est Dieu donne de la viande à celui qui n'a pas de dents. Donc ça, Dieu donne de la viande à celui qui n'a pas le dent. voilà. Ça, c'est vrai. Donc celle-là, elle est un peu plus claire. C'est trop vrai. On a une équivalente en français, c'est non pas une équivalente. Si donner de la nourriture au cochon. Enfin de la confiture au cochon. Donner de la Ouais. confiture. Oui, donner de la au cochon, confiture, ouais. pas de la nourriture. Donner de la confiture au On cochon. dit aussi donner des pelles au pourceau. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, j'ai pas besoin de l'expliquer, vous la connaissez. C'est quelqu'un qui peut pas apprécier la valeur d'une chose, il va l'obtenir. C'est ça. Voilà. Mm. Et donc, dernier proverbe. Tu donnes de la viande Dernier proverbe. aux C'est édentés. Dmar el-Fartas qarib min Rabbi. Donc, le crâne du chauve est près de Dieu. Donc ça, Encore une J'ai- dédicace à Alexis, c'est ça? encore une dédicace à Alexis. Donc ça, j'ai essayé de trouver le sens, j'ai cherché le sens, mais je l'ai pas trouvé. Mais pour moi, c'est quand on n'a pas de cheveux, c'est parce qu'on est très intelligent et que la puissance du cerveau les fait tomber et que du coup, comme Dieu est très intelligent, celui qui est chauve et donc par conséquent très intelligent est plus proche de Dieu. Voilà, mais Ah, ça mais en c'est fait- moi qui le dis, j'ai pas trouvé d'explication. Ok. Je crois que c'est Ok. juste la J'ai essayé, testostérone, non Voilà. C'est ton Ouais, interprétation. C'est ça. mon interprétation C'est juste, personnelle. Mais oui, tu peux. J'ai oui, entendu dire ça, Et c'est puis c'est gentil. étiologique, ça donne une raison, et puis c'est pourquoi pas. Oui, oui, bon. Voilà. Voilà, c'était mes proverbes. Ok, Voilà. Merci. C'était bien, c'était Il reste Nous allons plus que laisser Mani. la place à Mani. Maintenant, il reste moi. Alors, ce soir, je vais vous présenter 4 débuts de romans que vous pouvez voir là, dispersés. Mm. Et je vais... en fait, ma chronique, elle va être assez simple. Je vais contextualiser à minima chaque œuvre que je vais présenter. Et ensuite, je vais vous lire le début du roman. Bon, je vais essayer de faire vite, hein, mais je vais vous lire le début du roman et je vais essayer d'expliquer ou plutôt d'interpréter le sens de celui-ci ou juste sa poésie ou autre. Donc, on commence tout de suite avec Conque, que vous voyez là. C'est un roman assez récent qui est sorti en août 2024 par Perrine Tripier aux éditions Gallimard. Et ce qui est assez particulier d'ailleurs, c'est que sur la 4e de couverture, on peut voir une définition. Qu'est-ce qu'une conque? Conque, nom féminin, coquille en spirale servant d'instrument depuis des millénaires. Coquillage, berceau et tombeau où se niche caché le grain de sable. Alors je ne sais pas de quel dictionnaire c'est tiré, mais j'ai l'impression que c'est l'autrice elle-même qui fait une sorte de définition poétique. Passons. Et de quoi ça parle ce livre? Ça parle de Marthe Abbé, c'est une historienne de renom, et elle est engagée par le souverain politique de son territoire, qui se nomme simplement l'empereur. Et il lui demande d'aller faire des fouilles archéologiques, parce qu'on a trouvé des ossements de Morgonde, qui est un peuple guerrier maritime. Et il lui dit, en gros, que dans ses recherches, elle va devoir prouver que les Morgondes, ces nobles guerriers maritimes, ont un lien et que ce sont les ancêtres de l'empereur lui-même, vous voyez. Là, on peut faire un parallèle, si vous voulez, très rapidement, avec, par exemple, je crois de mémoire, Virgile, qui a écrit l'Énéide, parce que c'était une commande d'Auguste, qui lui disait « Je veux que tu fasses croire au peuple que je suis le descendant de Énée, ce valeureux guerrier. » Passons. Donc, je vais vous lire ça tout de suite.
Hop. S'adore comme une gemme enfuie, dont l'eau sourde est pailletée d'ombre. Dans le brouillard vert de ses profondeurs, elle fait miroiter des rivages boréals. Tant que ça dort, ça ne peut pas faire de mal. Tant que ça dort, ça ne mord pas. Cristallisé dans une émeraude, le vieux monde se tait. Alors, moi je trouve personnellement que cet incipit il est vraiment magnifique. Franchement, tant que ça dort, ça ne peut pas faire de mal. Ah, c'est Voilà. Je me rappelle, j'étais à la maison de la poésie. presse là, dans ma ville et j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je l'achète, c'est bon, c'est trop bien. Et en fait, au début, je n'avais pas vraiment compris de quoi ça parlait, mais avec le résumé, vous pouvez peut-être deviner. En fait, quand on dit ça dort, on parle de l'histoire. L'histoire, quand elle dort, elle ne mord pas. Mais quand l'histoire, elle est là, eh bien en fait, le vieux monde ne va plus se taire, il va parler en gros. Et dans ce livre, il y a tout un enjeu en fait sur le fait que c'est pas vraiment un spoil majeur, mais en fait, on comprend que les Morgondes ne sont pas les ancêtres de l'empereur et du peuple, et que donc il va y avoir tout un conflit entre la politique et l'histoire. Par ailleurs, ça fait une très bonne transition puisque le second livre dont je vais parler, le deuxième livre, je veux dire, dont je vais parler, c'est Le Pays du passé de Gosbodinov. Il est tout aussi récent, il a été publié en 2021, toujours aux éditions Gallimard. Et là, si vous voulez, c'est assez différent parce qu'en fait, ça parle c'est dans un monde, enfin, c'est dans notre monde, mais de manière fictionnelle, et ça parle d'un savant qui se nomme Gostin et qui, pour soigner les personnes qui souffrent de Alzheimer, fait une sorte de gigantesque reconstitution historique pour que la personne commence à se souvenir à partir des éléments du passé dans lequel elle a grandi. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement nostalgiques ou simplement curieux que en fait, ils vont financer Gostin afin que celui-ci soit suffisamment riche pour faire des projets où en gros on fait des reconstitutions médiévales pour ceux qui sont passionnés du Moyen-Âge. Et donc ça fait une sorte de parc géant, et c'est pour ça que ça s'appelle le Pays du passé. Et en fait, même au fur et à mesure du livre, ça va même s'implanter dans toute l'Europe, et dans toute l'Europe, il y aura partout, à chaque pays, des années qui lui seront attribuées en fonction de la population vieillissante qui a Alzheimer. C'est un peu compliqué, mais voilà, en gros, c'est ça le truc. Et ce qui est très drôle, c'est que l'Incipit, il est plutôt ironique, dans le sens où il explique du coup que le temps n'existe pas. À un moment donné, on entreprend de calculer quand le temps a commencé, quand exactement la Terre a été créée. L'archevêque irlandais Usher, qui vécut au milieu du XVIIe siècle, évalua non seulement l'année concrète, mais aussi la date de début, 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Ça tombait un samedi, bien entendu. Selon certains, Usher indique même l'heure exacte, vers 6 heures de l'après-midi. Un samedi après-midi, j'y crois sans réserve. À quel autre moment de la semaine un créateur qui s'ennuie entreprendrait-il de bâtir un monde et de se chercher de la compagnie ? Usher aurait consacré sa vie entière à cette entreprise. Son œuvre compte 2000 pages rédigées en latin. Je doute que ceux qui ont fait l'effort de la lire entièrement soient nombreux. Mais elle acquis une extraordinaire popularité, peut-être pas tant l'œuvre elle-même que la découverte. Wow. Donc là en fait Pas c'est un le peu vrai. une sorte de début ironique où en gros Ouais, on c'est dit, ça. en fait Gosbodinov après il va développer un peu ce côté philosophique entre guillemets, où en fait on peut dire que le temps n'existe pas vraiment, ou l'histoire n'existe pas vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il y a des événements historiques, bah, il y a plusieurs historiens qui vont étudier cette période, et ils auront tous leur jugement subjectif, etc. Et donc ça fait que ça modifie, et c'est comme du coup comme dans Conque, c'est l'histoire modifiée par la politique, etc. Et il y a même, alors je me permets de citer aussi, d'évoquer aussi, il y a une théorie complotiste, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit qu'en fait il y a un roi qui a, je ne sais même plus pourquoi il dit ça, mais il y a un roi qui aurait inventé, qui aurait rajouté des siècles dans l'histoire qui n'existent pas aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez cette théorie ou pas? Non. Oui, pas du oui, tout. oui. C'est- Ah, oui, Ah ça tu connais? Ouais, je connais cette- Ouais. Bah, voilà, ça m'a fait penser à ça du coup, cette possibilité. C'est de là Ouais, que c'est est drôle. venu quelqu'un qui dit, mais en vrai, dans le même sillage, hein, que l'histoire n'a pas besoin d'avocat. Parce qu'il y a des gens qui font des théories sur l'histoire que telle chose se serait passée de telle autre manière. Et il y a un écrivain qui a écrit quelque chose comme ça, où sa conclusion c'était juste de dire que l'histoire n'a pas besoin d'avocat, mais il s'agirait de dire les choses telles qu'elles se sont passées réellement. Et c'est ça qui manque aujourd'hui en fait. Ouais. Alors je suis complètement d'accord, tu ne sais pas à quel point, et tu verras que j'ai un bon exemple après pour ça. Ok. Alors de toute maintenant- façon, oui, l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs. Hein. Ah bah Donc, oui, ils c'est ça, racontent comme ils Exactement. veulent. Et C'est ça, ils vraiment, donnent ouais. leur vision de la chose à l'histoire, c'est tout. Ça a c'est clair. toujours été comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mon troisième livre, c'est L'Astragale d'Albertine Sarrazin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un livre pas très connu,
Et en fait, alors, bon, j'ai besoin de contextualiser un peu ce qui se passe avant la publication de ce roman. Albertine Sarrazin, c'était, je le fais grossièrement, c'était une femme qui a grandi dans la pauvreté. Et un jour, quand elle avait à peu près 16 ans, elle a commis un braquage avec une amie. Et son amie avait une arme. Et dans la panique, elle a tiré sur la vendeuse et ça l'a blessée à l'épaule. Sauf que le problème, c'est que ces deux filles, elles avaient 16 ans. La fille qui a tiré n'est pas allée en prison. Cependant, Albertine Sarrazin, elle est allée en prison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la justice française considérait que comme Albertine Sarrazin écrivait, qu'elle commençait des ébauches du roman, elle était plus mature. Et que donc, c'était elle qui était capable de philosopher sur la possibilité de la légitimité morale, etc. pour faire un braquage. Et donc, c'est elle qui est allée en prison. Et justement, en fait, ce roman fait suite à cet emprisonnement. Et en fait, je crois, j'ai mal fait mes devoirs, je sais plus, mais je crois que l'astragale, justement, le titre du roman, c'est un os qui se trouve dans le genou, le pied, je sais plus. Je crois que c'est le pied. Je crois que c'est le pied de mémoire, ouais. La cheville. Oui, c'est la cheville, merci, Ouais. merci, c'est vrai. C'est la cheville. Et en fait, le roman, c'est les conséquences d'une chute que l'autrice a faite. Parce que quand elle était en prison, elle a voulu s'évader et elle s'est jetée par la fenêtre. Et elle s'est cassée la cheville, tout simplement. Et après, elle a réussi à fuir. Hein. Elle a erré, elle a rencontré un amoureux, elle a fait plein de trucs de ouf. Et donc, je vais vous lire ça. C'est vrai que je suis curieuse du début de la stragale. Le ciel s'était éloigné d'au moins 10 mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres. Ma main droite tâtonnait sur des éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches de pierre éclairaient faiblement l'obscurité. Ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, descendit à travers côte jusqu'au bassin. Rien. J'étais intacte. Je pouvais continuer. Je me mis debout, le nez brusquement projeté contre les ronces, étalé en croix. Je me rappelais que j'avais omis de vérifier aussi mes jambes. Trouant la nuit, des voix sages et connues chantonnaient. « Attention, Anne, tu finiras par te casser une patte !» Je me remis en position assise et recommençai à m'explorer. Cette fois, je rencontrais, au niveau de la cheville, une grosseur étrange qui enflait et pulsait sous mes doigts. Et voilà. Et donc, du coup, c'est parce que son astragale a été brisée. Et de par là, elle va être handicapée. Et ensuite, il y aura toute une sorte d'exil et d'évasion qui va s'en suivre. Et maintenant, alors pour finir, c'est un peu particulier. Nous allons parler d'un auteur, comment dire, un auteur qu'on qualifie souvent de controversé, de polémique, Oui, etc., etc. Mais moi, le qualificatif que j'emploierais pour parler de Louis-Ferdinand Céline, c'est surtout difficile. Alors, est-ce que vous connaissez déjà Louis-Ferdinand Céline ? Antisémite Oui, aussi bien comme sûr, qualificatif ou Justement, pas ouais. Tu le dis ou pas Alors, alors, comme disait Epinette, l'histoire n'a pas besoin d'avocat, tout simplement. Oui, c'est notre époque apparemment. Donc Louis-Ferdinand Céline, c'est l'auteur de Voyage au bout de la nuit et il est surtout connu pour justement les polémiques parce que aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, il a écrit une série de ce qu'on appelle des pamphlets qui sont qualifiés d'antisémites puisque dans ses livres, il est, en fait on dit antisémite mais en vérité de manière générale, il est plusieurs choses à la fois. Il est aussi par exemple dans Mea culpa anticommuniste et il est aussi raciste de manière beaucoup plus générale. Donc, alors, c'est pas une défense, hein. Non, justement, parce que justement, l'histoire n'a pas besoin d'avocat, on dit les choses telles qu'elles sont. Dire que Céline est antisémite, c'est un peu centrer sa problématique, et de manière générale, il est raciste, en fait. il est beaucoup plus que ça. On dirait Ouais, qu'il est c'est- juste antisémite, il est juste raciste. Oui, c'est vrai. C'était à quelle époque En fait, bah, il est né en 1894 et il est mort en 1961. Ok. En fait, alors, bon, je fais un peu justement l'avocat du diable, paradoxalement, mais c'est quand même un écrivain que j'apprécie beaucoup, parce que son style, il est exceptionnel. Même si ses idées, elles sont un peu parfois bizarres. Par exemple, attendez, je vais juste prendre une petite anecdote, mais je me rappelle qu'il y a longtemps, je crois que c'était en 2011, Nicolas Sarkozy, il a fait une interview comme ça, et il a dit oui, Céline, la seule chose qu'il a fait de bien, c'est Voyage au bout de la nuit, et Mort à crédit, c'est 2 romans, et le reste, c'est une honte. Bon, il dit ça, mais le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens, parce que avant Voyage au bout de la nuit, Céline, il avait écrit l'Église, et dans l'Église, il y a aussi des trucs antisémites, et donc pourquoi il dit pas ça aussi? Et pareillement, moi, j'avais lu Rigaudon il y a 2 ans. Il me rappelle que dedans, il y a plein de trucs racistes aussi. Il juge les métis, il juge les Chinois, il dit des trucs un peu horribles. Ça m'avait un peu choqué. Je veux pas faire genre, mais ça m'avait choqué quand même. Et bref, ça, c'est juste les considérations historiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Féerie pour une autre fois. C'est un roman, pour le dire très, très net, c'est que ce roman, il a connu un échec commercial et critique.
parce que justement en fait c'est Céline qui recommence à être dans la littérature après les pamphlets, après Giggles tout ça. Et les gens sont pas très intéressés par lui parce que ce qu'ils veulent justement, c'est son côté collaborateur, polémique, etc. Et c'est pour cela qu'il reviendra sur la scène, la scène médiatique avec la trilogie allemande D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, parce qu'il parle de la collaboration et que ça fait frémir tout le monde, autant les résistants que les anciens collaborateurs. Ils veulent tous lire ça pour savoir d'un intérêt historique ce qui s'est passé. Et justement, dans Féerie pour une autre fois, ce qui est intéressant, c'est que, comme disait Céline dans une interview, il a cessé d'être écrivain pour se faire chroniqueur. Qu'est-ce que ça veut dire être chroniqueur? Ça fait référence au Moyen-Âge, où les chroniqueurs, ils racontaient des événements vécus. Laurent Conner, non? J'étais obligé. C'est les chroniqueurs et Conner, en fait. Non mais sérieusement, en fait, les chroniqueurs, c'était au Moyen-Âge, vous savez, les chevaliers qui avaient participé à des guerres ou juste des prêtres qui voyaient l'histoire, et la racontaient à leur manière, c'est tout. Et Céline, il fait comme s'il était lui-même un chroniqueur, sauf que là, au lieu que ce soit au Moyen-Âge, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans Féerie pour une autre fois, il va évoquer les bombardements que subit la France, oui la France, mais le territoire français, mais du côté du régime de Vichy en fait, de la partie occupée du territoire. Et du coup, il montre les dégâts factuels qu'ont fait du coup les Alliés en fait, techniquement. Sauf que le problème, c'est que, comment expliquer, l'Incipit, il est assez particulier parce que Céline, il est aussi connu pour une chose, c'est que il est extrêmement fort dans les incipits. En fait, j'aurais pu faire toute ma chronique sur chaque incipit de Céline. Parce que c'est un auteur... En fait, j'avais un ami qui disait que c'était quelqu'un qui faisait du marathon. Bah voilà, en plus on parle de sport, donc voilà. Lui, c'est pas quelqu'un qui tape un sprint. C'est quelqu'un qui fait un marathon, là, il a besoin de temps. Et du coup, Céline, c'est pareil, il a besoin de temps. Alors là, normalement, c'est censé être un roman où il parle de bombardement. C'est censé parler du bombardement. Et alors, bon, je vais pas tout lire parce que c'est très long. Surtout qu'en plus, ça m'agace un peu chez Céline quand même. C'est que dans ses livres, il n'y a pas de chapitre. Ça fait que par exemple, si je veux lire, je sais pas comment m'arrêter en fait. Si, dans Voyage au bout de la nuit, il y a des chapitres. Oui, dans Voyage au bout de la nuit, mais ce que je veux dire, c'est qu'après Voyage au bout de la nuit, et même après Mort à crédit, il n'y a plus de chapitres. Ah ouais. Et ça, c'est compliqué ça. Ouais, j'ai tout lu quand même, j'ai lu tous ses livres, mais bon, c'est compliqué. Alors, je commence. Bon, je vais m'arrêter. Voici Clémence Arlon. Nous avons le même âge à peu près. Quelle drôle de visite. En ce moment, non, c'est pas drôle. Elle est venue malgré les alertes, les pannes de métro, les rues barrées, de si loin, de Vanves. Clémence vient presque jamais me voir. Son mari non plus, Marcel. Elle n'est pas venue seule. Son fils l'accompagne, Pierre. Elle est assise là, devant ma table. Son fils reste debout, le dos au mur. Il préfère me regarder de biais. C'est une visite embarrassée. Elle aussi me regarde de biais, assise de quart. Ni l'un ni l'autre sont tranquilles. Ils ont des pensées. Ils ont tous des pensées, les gens. Les rencontres et les connaissances ces temps-ci. Ça va bien faire 3 ou 4 mois qu'ils ont des pensées. Que je suis plus regardé par personne vraiment en face. L'effet des événements, voilà. Les êtres se comportent presque tous en même temps de la même façon. Les mêmes tics. Comme les petits canards autour de la mer, au Doménil, au bois de Boulogne. Tous en même temps. La tête à droite, la tête à gauche. Qu'ils soient 10, 12, 15, pareil. Tous la tête à droite à la seconde. Clémence Arlon me regarde de biais. C'est l'époque, elle aurait 10, 12, 15 fils qu'il biaiserait de la même façon. Alors, j'adore cet incipit, mais je ne veux pas trop m'attarder dessus. Déjà parce que j'ai déjà assez contextualisé qu'on comprend que si Clémence Arlon et son fils regardent Céline comme ça, c'est parce qu'il est accusé de collaboration et que il fait partie de... Je ne sais pas si vous savez, mais au moment où la résistance commence à triompher, il y a une liste d'écrivains qui est sortie, et en gros, c'est les écrivains qu'on doit fumer, on doit tous les tuer. Par exemple, Brasillac, il a été fusillé. Et il y a des gens qui voulaient tuer Céline. Bon, voilà. Et bref. Donc c'est pour ça que Clémence Arlon et son fils le regardent comme ça. Mais moi, je veux juste m'attarder très brièvement sur la première phrase. Voici Clémence Arlon. J'adore cette phrase. Elle fait partie des meilleures phrases de Céline, genre des meilleures premières phrases. Comment ça? Voici Clémence Arlon. Non, mais tu vas comprendre pourquoi tu vas comprendre. Par exemple, le Voyage au bout de la nuit, ça commence par « ça a débuté comme ça ». Voilà, c'est... Mais en fait, pourquoi Voici Clémence Arlon, c'est bien? En fait, c'est vrai que dit comme ça, c'est nul. On se dit voici Clémence Arlon, on s'en fout. C'est qui Clémence Arlon? Pourquoi voici, on s'en fout en fait. Mais non, en fait, ce qui est intéressant, c'est quelque chose auquel peu de gens pensent, mais qui est important. Enfin, même moi, quand je lis ça, j'ai pas pensé. Ouais. Mais en réfléchissant, en fait, on se dit, ah, c'est pas mal. Voici Clémence Arlon, c'est une phrase nominale. Elle n'a pas de verbe. Voilà. Et ça fait 3 mots. Et en fait, c'est parfait, je trouve, parce que du coup, ça fait que ça devient extrêmement rapidement, en fait. Et ça, j'adore ça.
Voici Clément Sarlon. Si on sait même pas c'est qui, du coup, On rentre dans l'action. continue et après on continue en fait. Et ça, vraiment, faut comprendre que selon moi, c'est tous les faits que Céline recherche dans ses livres. Céline, il utilise énormément ce qu'il appelait les 3 petits points, qu'on connaît tous en fait. Sauf que normalement, les 3 petits points, c'est quand on veut suggérer quelque chose. On dit ah bah il n'y a pas de jeu Reconnaît ce soir 3 petits points. Et voilà, tu vois, ça fait une suggestion. Je me sens visé là. Non, mais j'ai pas de vidéo, c'est juste c'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit, tu vois. Ouais, bizarrement. Et en fait, mais sauf que lui, il n'utilise pas les 3 petits points pour ça. Il utilise les 3 petits points pour faire ce qu'il appelait le métro émotif. Le métro émotif, c'est dire que en fait, c'est pour détruire la phrase. La phrase ne se termine jamais, et en gros, elle reste toujours en suspension, comme les points de suspension. Vous voyez. Et justement, en fait, je suis désolé, je suis obligé de dire ça, mais comme j'ai contextualisé le fait que Céline était accusée de collaboration, etc., et ben pour se dédouaner, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il aimait beaucoup prétendre qu'il n'avait pas d'idée, qu'en gros, c'était juste de l'art, et que donc, bah, j'aime pas les idées, j'aime pas les phrases, et du coup, je fais des phrases en 3 points de suspension. Bon, voilà, c'est un peu grossier, mais c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Et donc, voilà. Voici comment je finis ma chronique. Voici Clément Sarlon. Voilà. Ok, Très bien. merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous 4, vous êtes coordonnés. Merci Mani d'avoir rejoint l'équipe. Parce que Merci. tu as été souvent là derrière la caméra. J'étais dans l'ombre, je regardais comme ça. Voilà, c'était très intéressant. Belle première apparition, j'ai envie Franchement. de dire. Merci. Tu as du potentiel. Je pense que tu peux parler 1 heure à toi Parler tout seul. Ouais. franchement, Donc c'est la fin du point littéraire, on va dire. impressionné.